Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle émission en direct sur Mediapart. C'est une émission qui est en accès libre jusqu'aux environs de 23 h, peut-être 23h30. On verra selon les débats qui se poursuivront. C'est une émission en accès libre. Vous pouvez trouver sur le site plusieurs dossiers sur la justice, sur les affaires, sur Sarkozy et Éric Woerth, plusieurs dossiers qui sont également en accès libre. Et puis c'est une émission qui vous propose jusqu'à minuit une offre d'abonnement exceptionnelle qui est de 20 € pour 6 mois. Et en plus de cette offre exceptionnelle, les 20 premiers bénéficiaires de cette offre pourront recevoir un exemplaire de cette nouvelle revue qui s'appelle la Revue du Crieur et qui va occuper une partie de notre premier débat. La Revue du Crieur, c'est une revue qui est lancée par les éditions La Découverte et par Mediapart. Et en partant de cette actualité, qui est sa parution le 11 juin, on voulait faire comme première heure de ce débat, un débat sur ce qu'est aujourd'hui le journalisme culturel. Alors pour faire ce débat, je vous présente Aude Lancelin, qui est directrice adjointe de la rédaction de l'Observateur et que vous connaissez puisqu'elle anime régulièrement sur Mediapart avec le philosophe Alain Badiou les débats de contre-champ. Frédéric Bonneau, j'ai pris ta place, qui anime en direct de Mediapart, mais qui, dans la vraie vie, si je puis dire, est directeur de la rédaction de l'hebdomadaire culturel Les Inrecuptibles. Rémi Toulouse, responsable des éditions de La Découverte, un des responsables, et Joseph Confavreux, qui, pour Mediapart, s'occupe de l'animation de cette revue. Alors, juste pour présenter cette revue du Crieur, qui est une initiative un peu originale de Mediapart, puisque Mediapart, journal 100% numérique, semble faire quelques pas de recul en revenant sur une offre éditoriale papier. Rémi Toulouse, expliquez-nous pourquoi un éditeur choisit ou avait envie de se lancer dans une revue qui se présente comme une revue d'enquête culturelle. Alors, je pense qu'on a de nombreuses bonnes raisons, évidemment, à La Découverte d'avoir voulu se lancer dans cette aventure éditoriale, parce que c'est quand même une vraie aventure, hein, c'est beaucoup de travail, on a beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons, disons, immédiates, objectives, hein, qui sont, par exemple, liées au fait que la revue soit en partie, et même assez largement dédiée aux questions culturelles, hein, qui sont... comment dire, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans le catalogue de La Découverte. Donc il y a là comme une sorte d'extension du domaine de l'édition pour nous, avec des nouvelles problématiques, des nouvelles questions qui se posent. Il y a aussi, donc ça c'est déjà quelque chose de très, très intéressant et enrichissant pour nous, il y a aussi le fait que, et ça peut faire, j'imagine, sourire un peu les gens qui sont qui s'occupent d'hebdomadaires ou de la presse ou éventuellement de mensuels, mais pour nous, c'est une revue, ça offre comment dire, une sorte de cadre qui nous permet une certaine souplesse, une certaine réactivité par rapport à l'actualité au sens large, hein, parce qu'évidemment la temporalité d'un livre n'est pas la même que celle d'un papier, hein, un livre, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années avant que ça aboutisse. Un papier, c'est quand même plus rapide. Et puis, je dirais que c'est une espèce de débouché assez extraordinaire pour tout un tas d'idées, de désirs, de projets éditoriaux qu'on peut avoir par ailleurs et qu'on a souvent à La Découverte et qui ne trouvent pas ou qui ne peuvent pas trouver à s'incarner dans des livres parce que les problématiques sont très ramassées. Voilà. Et bon, voilà, ça, ce sont des raisons, disons, un peu objectives, comme je disais. Et puis, il y a une raison, sans doute un peu plus profonde, qui relève d'un souci qui, à la fois, nous inquiète et nous anime. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi un souci d'eux, un souci positif, en quelque sorte, qui nous anime à La Découverte depuis un certain nombre d'années. Et c'est un souci qu'on partage certainement avec de nombreux éditeurs, auteurs, lecteurs de sciences sociales, de théorie critique, de philosophie, d'histoire, et qui tient au constat d'un hiatus grandissant entre les sphères de la production intellectuelle, de l'université, du savoir, et les sphères de la réception. Et pour nous, la réception, évidemment, c'est le lectorat. Donc, ce qu'on constate, c'est d'un côté un lectorat qui est tout à fait, comment dire, qui est capable, qui a souvent très envie de lire des choses, qui
voilà, qui est souvent outillé pour ça aussi, y compris des choses difficiles, mais qui renonce de plus en plus souvent, en tout cas c'est la perception qu'on en a, à s'affronter à la littérature grise produite en masse par l'académisme. Et puis de quoi la revue facilite ça? C'est des formats plus courts que des livres? C'est des problématiques un peu plus dans l'actualité? Oui, absolument. Ouais, il y a tout ça. Je pense que, comment dire, de l'autre côté, il y a ce monde académique qui s'enferme dans une logique à la fois d'hyperspécialisation, de concurrence, qui pousse les chercheurs très souvent à produire de manière répétée dans des revues académiques, pour des académiques, de manière académique. Donc on est là face à une préoccupation très forte pour un éditeur comme La Découverte, dont la raison d'être est de faire en sorte que les idées circulent, de faire en sorte que les débats et les controverses intellectuelles puissent se produire, de faire en sorte que la pensée critique puisse exister dans l'espace public face aux machines de guerre idéologiques et normatives que sont les médias de masse. Voilà, donc là on est sommé en quelque sorte, je dirais, de trouver des réponses éditoriales ad hoc, et la revue en est une, parmi d'autres. Mais pour nous, c'est une réponse éditoriale qui... Alors, dans ce premier sommaire, on trouve des thèmes complètement différents, puisqu'il y a d'abord, je dirais, le démontage, le décortiquage de deux grandes machines intellectuelles, Marcel Gauchet et Michel Onfray. Mais il y a aussi un papier qui est du reste très intéressant sur les Illuminati, comme un peu emblème et matrice des différentes théories du complot, un long article sur ce que l'argent fait à l'art, un article également très long sur, dans la tête de la NSA, une sorte de réflexion de philosophie de la surveillance. Comment, Joseph, pourquoi un menu comme ça, un petit peu éclectique? C'est quoi les lignes de force? Alors, les lignes de force, je pense qu'il y avait en fait une double urgence qui répondait à cette volonté de créer la Revue du Crieur, qui était d'abord une urgence politique. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une bataille des idées à mener, et on voulait la mener en assumant le fait qu'on voit bien qu'aujourd'hui, soit on se contente un peu d'invectives, on le voit bien dans des petits échanges de 5 minutes avec Elisabeth Lévy, soit on fait des débats dont les Américains se moquent parce qu'on appelle débat des lieux où tout le monde est d'accord. Donc, en gros, notre idée, c'était quand même de se dire, voilà, aujourd'hui, vu ce qu'est la situation politique, il y a une bataille des idées à mener, et c'est pour ça, vous le soulignez, qu'il y a 2 papiers enquêtés sur la figure de Marcel Gauchet, sur la figure de Michel Onfray, qui sont a priori des figures qu'on place pour l'un vers le centre-gauche, pour l'autre vers une gauche radicale, mais assez étrange, et dont on veut montrer qu'en fait, ils sont les vecteurs d'un reconditionnement d'idées de droite qui, comme une partie du champ politique et du champ intellectuel, est aujourd'hui complètement déboussolé pour le pire. Donc je pense qu'il y avait cette urgence politique qui explique certains des papiers qui sont présents. C'est aussi vrai du papier que fait l'historien Enzo Traverso sur les droites radicales et ce qu'il appelle le post-fascisme. C'est vrai de cet article du philosophe Grégoire Chamaillou qui avait déjà fait la théorie du drone sur une enquête philosophique de la NSA. Mais à côté, donc, pour moi, ce qui est une urgence politique et en gros d'implication des intellectuels dans la cité, pas sur un mode, récemment, Manuel Valls, Premier ministre, demandait à propos du Front National où sont les intellectuels, ce qui était justement très facile, très commode. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un des problèmes du monde intellectuel, du monde de la pensée, du monde politique, c'est la manière dont une certaine gauche, qui n'est plus ressemble à une gauche, en fait, justement démissionne face au Front National et face aux idées nauséabondes. Par ailleurs, c'est vrai que moi, par exemple, journaliste culturel à Mediapart, je constate, comme d'autres, que le journalisme culturel, ça ne va pas de soi. Là, il y a peut-être une urgence non seulement politique, mais journalistique, au sens où faire du journalisme sur la culture, c'est difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, souvent, c'est soit de l'actualité culturelle, soit un journalisme qui est peut-être plus encore que d'autres déconnecté de ce que devrait être un journalisme d'enquête. On le voit encore, moi je suis fasciné à chaque fois du Festival de Cannes, où une presse exsangue envoie 5000 journalistes
Hein, ça a un chiffre qui a été multiplié par 5 depuis la création du Festival de Cannes, couvrir pendant 15 jours des films que la plupart des gens ne verront qu'à l'automne prochain. Donc, c'était de dire aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à enquêter sur la culture, à produire autre chose que de l'actualité culturelle. Donc, c'est ce qu'ont tenté de faire Dan Israël, que les lecteurs de Mediapart connaissent bien sur l'industrie culturelle et la politique culturelle incarnée par Google et dans son rapport à la presse. C'est ce qu'a fait Marion Rousset en cherchant à avoir non seulement ce qu'on sait sur la place de Pinault ou d'Arnaud dans l'art contemporain, mais plutôt comment vraiment, dès les écoles d'art, les marques sont de plus en plus présentes et finissent par reconditionner à la fois les œuvres et les artistes. Aude Lancelin, le journalisme culturel, ça va pas de soi. Vous êtes d'accord sur ce constat ? Tout d'abord, je voulais saluer la naissance de cette revue, ce que je considère comme une excellente nouvelle et un symptôme de l'époque que nous sommes en train de vivre. Effectivement, Rémi Toulouse, vous le disiez tout à l'heure, nous venons d'une époque, les années 2000, où nous vivions un véritable clivage entre le monde universitaire extrêmement fermé, où d'ailleurs des travaux brillants, très intéressants, ont toujours été publiés, n'ont jamais cessé de l'être, et le monde de la presse, le monde des gros tirages, où un certain nombre de figures, que ce soit Bernard-Henri Lévy, que ce soit Comte-Sponville, que ce soit Christophe André, aujourd'hui Michel Onfray, triomphaient dans un discrédit total de la part du monde cultivé, et nous étions dans une situation littéralement impossible. Donc, je pense qu'il serait peut-être intéressant de revenir sur les causes d'ailleurs de cette situation-là. Il se trouve que depuis quelques années, on note en effet quelques repousses, quelques lieux comme ça qui naissent. Hélas, pour le moment, ça s'est souvent traduit par un revival, le retour de certaines figures prestigieuses des années 70, mais qui n'ont pas émergé directement dans les générations des quinquas, des cadres actuels, qui véritablement, et c'est là où on se rend compte d'ailleurs de la violence idéologique subie par ces générations-là, dans les années 80, dans les années 90, les années qui furent les années de leur formation intellectuelle, ces gens-là ne produisent pas aujourd'hui, ou très rarement, il y a quand même quelques noms, mais de système n'ambitionnent pas d'embrasser comme ça tout un univers de la pensée. Donc on a des gens par ailleurs très intéressants, mais ça reste des recherches assez ésotériques, assez sectorielles, et le type d'enquête intellectuelle que vous ambitionnez de faire reste effectivement encore embryonnaire. Jusqu'ici, moi, je trouve que dans les 10 dernières années, des gens comme François Cusset, avec un livre sur le grand cauchemar des années 80, l'ont mis en œuvre. Je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faudrait tendre. Voilà. Ou, si on veut parler d'une génération un peu plus ancienne, ce que fait Perry Anderson avec La pensée tiède, c'est exactement le genre de... Là, on parlait plutôt du journalisme, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce qu'on peut appeler les journalistes culturels ? Et c'est d'une tendance à avoir abandonné finalement une partie de ce métier qui est tout bêtement la recherche d'informations, l'enquête, des agendas spécifiques. Est-ce que, puisque quand même dans les discussions qu'on a eues nous sur la création de cette revue, et c'est pour ça qu'on a mis en exergue en gros et de manière très ambitieuse enquête sur les idées et la culture, est-ce que c'est pas une question qui est posée à notre profession aussi ? Je ne sais pas, Frédéric. Non, mais bien sûr qu'on peut se la poser, mais le problème, c'est que c'est pas forcément l'enquête culturelle contre la critique, quoi, pour le dire d'une phrase. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que dans les Inrocks, il y a beaucoup de critiques. Moi, je pense même moi-même que d'ailleurs qu'il y en a trop la plupart du temps. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle et de quel journaux on parle. C'est-à-dire que si on me dit en France, la place de la critique est trop importante. J'adorerais, quoi, franchement, super. Alors, bien sûr, si on lit Mediapart, Libération, Le Monde,
l'Obs, Télérama et les Inrocks, il n'y a aucun doute. Ouais, ça, la part de la critique est trop importante. Mais enfin, sérieusement, nous sommes tout petits. Et Joseph le disait, nos tirages, on a connu des jours meilleurs, les uns et les autres quand même. Oui, mais en même temps, on sait qu'il y a un débat récurrent dans les rédactions et dans les services culture des journaux sur cette question, critique ou enquête. Et qu'en général, c'est la critique qui triomphe. Oui, François, mais à part que le problème, c'est que l'alternative, la plupart du temps, c'est pas ça. C'est critique ou promotion, c'est pas critique ou enquête. Encore une fois, il faut un peu sortir de notre petit monde de lecteurs de journaux, etc. et se dire que le principal outil de vente culturelle d'un produit, ce n'est pas l'enquête, ce n'est pas la critique, c'est la notoriété des gens et leur promotion type bulldozer sur les chaînes de télévision et de radio. C'est quand même ça, c'est-à-dire que la plupart des gens qu'on entend sur les plateaux télé, c'est pour ça que toi, François, par exemple, tu ne l'écoutes plus depuis longtemps et on ne peut pas te le reprocher, sont des gens qui ne sont là que parce que la télé elle-même les a fait connaître. Et ils écrivent la plupart du temps ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon des no-books, mais littéralement, c'est-à-dire que non seulement ils ne les ont pas écrits, mais presque personne ne les a écrits à leur place souvent, ou juste on imprime leur nom sur la couverture. Ensuite, ils partent dans une tournée promotionnelle où ils vont faire à peu près le tour des popotes, et ça sera, je pense, une opération au minimum équilibrée pour leur éditeur. Oui, la plupart du temps, on parle de ça quand même. Je prends un exemple. Moi, je ne suis pas journaliste culturel, je ne suis que lecteur des pages culture. BHL sort un livre. C'est un rouleau compresseur. Il a tous les journaux, toutes les télés, toutes les radios. On regarde les chiffres de vente quelques mois plus tard, ces livres se vendent à quelques centaines d'exemplaires. Le dernier, je crois, L'Art de la guerre, s'est vendu, à un moment, j'avais regardé sur Livre Hebdo, on était à 635 exemplaires. Peut-être qu'il s'est plus vendu depuis, je n'ai pas le chiffre définitif. On est, par rapport au lecteur, on est dans une folie médiatique. Oui, donc pourquoi les services culture des journaux entrent à ce point dans cette mécanique folle qui est déconnectée des centres d'intérêt réel des lecteurs? Sur BHL, franchement, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit vrai, puisqu'effectivement, il y a eu la promotion habituelle pour sa dernière pièce de théâtre au Théâtre de l'Atelier. Les représentations se sont interrompues avant même la durée prévue et bloquée des représentations. Et on va dire que globalement, la pièce, et en particulier par Le Monde, s'est plutôt faite éreinter de façon, disons, visible et même survisible. Donc là, on voit bien que le système ne fonctionne plus. Mais effectivement, pour vous répondre de meilleure foi, disons, c'est vrai que les institutions culturelles françaises, par exemple, ont besoin d'être interrogées. Je prends un exemple. Moi, Marcel Gauchet, je ne suis pas un spécialiste de la vie des idées, sauf quand je viens ici où je travaille un peu, etc. Donc, quand il y a eu toute cette polémique avec Édouard Louis, me semble-t-il, au moment des rendez-vous de l'histoire à Orléans, non, à Blois. À Blois, voilà. Donc, très naïvement, je me disais, ah bon, il est si réac que ça, Marcel Gauchet. Je ne savais pas exactement de quoi on parlait. Quand je lis l'article dans le premier numéro du Crieur, je comprends un peu mieux de quoi on parle. Alors, quand je lis l'article sur Michel Onfray, par exemple, un article, je fais une petite incise, fait par 2 universitaires et qui est vraiment... Des historiens qui ont vraiment travaillé sur l'œuvre. Ça ne parle même pas des rendez-vous de l'histoire. L'idée, c'était, bon, bah voilà, on a eu ces polémiques, des gens disant non, mais il ne faut pas exagérer non plus, c'est pas parce qu'il a dit ça. Et puis d'ailleurs, dans Le Monde, il a redit que finalement, il n'était pas contre le mariage pour tous. Cette tribune est très excessive. Mais ça, c'est aussi, et je pense que la revue du Crieur a comme ambition de faire ça, il y a une très grande précaution, à part les ambulances comme BHL, à attaquer des gens. C'est-à-dire qu'on ne se permet pas trop dans ce monde quand même, là je rejoins un peu François là-dessus, dans le monde de la culture, s'en prendre à quelqu'un, c'est tout de suite très très mal vu. Dans le monde politique, c'est-à-dire que je ne pense pas que le journaliste culturel soit beaucoup plus dépendant de ses sources qu'un journaliste politique. Évidemment qu'il y a il dépend de ses sources. Mais bon, brocarder des hommes politiques ou des femmes politiques, ça se fait à longueur de journée. S'en prendre à des plus grandes figures en leur nom propre, c'est plus rare. Aude. Ouais. Moi, je pense que ce que dit François sur Bernard-Henri Lévy était totalement exact il y a quelques années encore. Bon, il se trouve que lui, il a eu quelques accidents de parcours récemment
et puis quand même une guerre monstrueuse dont il devra répondre, la guerre en Libye. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui en ce moment de se vendre comme un humaniste irréprochable. Ça devient c'est un dead market pour lui maintenant. Mais ça reste, le système lui-même reste totalement en place. D'autres noms ont remplacé BHL. Par exemple, c'est vrai que chaque fois que Michel Onfray sort un livre, on a au moins 3 ou 4 couvertures de journaux. C'est tout à fait exact. Bon, ceci dit, le fonctionnement, qu'il soit à la fois moutonnier ou corrompu de la presse, bon, ça, c'est pas un phénomène nouveau, là, pour le coup. Déjà, on voit que c'était... Karl Kraus écrivait dans les années 30 des pamphlets hilarants sur la presse, la grande prostituée de Vienne et sur tous les trafics qu'il observait dans les cafés de Vienne entre les vieux singes qui apprenaient aux jeunes singes à faire des grimaces. Bon. Donc c'est un petit peu le même fonctionnement de l'édition et c'est vrai que dans l'histoire, ce sont les lecteurs, les pigeons. Ça, à cet égard, il n'y a pas vraiment une nouveauté de l'époque. Ce qui est très... Et je pense que là, pour le coup, ça existait aussi dans les années 60, 70, dans le domaine théâtral et littéraire. On n'a jamais eu un milieu extrêmement pur dans la presse. Mais ce qui est quand même extrêmement nouveau, c'est que, en revanche, dans les années 70, on avait des best-sellers de très haut niveau intellectuel. On avait des Derrida, on avait des Deleuze. Et si le goût des lecteurs collait au goût, collait au chic intellectuel et à la valeur intellectuelle. Et ce qu'on a observé, c'est une déconnexion, un désorbitage des deux choses au cours des années 80-90, phénomène sur lequel nous, journalistes, on est forcés de s'interroger. C'est vrai, et en même temps, ça existe encore, quoi qu'on pense de son livre et de ses idées. Par exemple, un succès de librairie comme Thomas Piketty, qui ensuite est devenu un succès mondial, n'était pas forcément attendu, et pour le coup, la presse sérieuse, avec tous les guillemets qu'on voudra, les radios nationales y ont contribué. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on se retrouve avec un livre qui a dû s'arrêter vers 100 000 exemplaires, qui est quand même un traité plus que ça, un traité d'économie quand même assez âpre. Enfin, c'était pas un livre de vulgarisation économique. Et on arrive quand même à un succès de librairie. Donc, ça prouve aussi que, effectivement, ce que dit Aude est vrai, mais le côté imposture ne fonctionne pas toujours et qu'il arrive encore, Dieu merci, que la presse, pour le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire le cinéma, fabrique littéralement des cinéastes qui, sans la presse, ne feraient pas leur second et leur troisième film, puisque c'est quand même ça l'enjeu, en tout cas pour les cinéastes, c'est de faire le film d'après, surtout si le public n'est pas forcément au rendez-vous. Bon, ben voilà, Léos Carax, il a du mal à faire ses films, n'empêche qu'en France, il les fait. Philippe Garrel, c'est le plus grand artiste français depuis 40 ans, il fait un film par an avec 15 000 spectateurs, il va aux États-Unis, il ne dépasse pas le court-métrage. Et là, pour le coup, malgré tout, il y a un rôle évident de la presse française qui continue de les soutenir, même s'ils n'ont pas de grand succès public. Oui, mais en même temps, l'interrogation qu'on a comme lecteur, c'est pourquoi y a-t-il aussi peu d'enquêtes dans les journaux sur les grandes institutions culturelles, en gros sur la fabrique de la culture. Et souvent, ce sont des thèmes qu'on va trouver dans des livres, alors édités à la Découverte ou chez d'autres éditeurs. Pourquoi ces enquêtes-là deviennent des livres et ne sont jamais dans les journaux ? Qu'est-ce que vous avez de vos auteurs, des propositions que vous recevez, Nous, à la Découverte, on n'en publie pas tant que ça non plus, de ce type d'enquête. Donc c'est aussi pour ça que la revue nous intéressait, parce que c'est un nouveau domaine, justement, d'investigation. Oui, par exemple, c'est la Découverte qui a fait un livre sous la plume de Michael Moreau qui s'appelle Main basse sur la culture. Absolument, bien sûr. Ça a été un livre, c'était pas un... Non, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est présent dans le catalogue, mais c'est relativement marginal, disons. C'est ça que je veux dire. Et donc la revue nous intéresse aussi pour ça. Non, moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de singulariser un petit peu l'approche, justement, de la revue du Crieur. C'est dire en quoi, effectivement, c'est une revue d'enquête et pourquoi on a choisi de faire de l'enquête. Et donc, moi, il me semble que l'enquête, ça veut dire, d'une part,
que chacun des auteurs de la revue a véritablement fait un travail de recherche, a recoupé les données, est allé voir derrière un petit peu l'envers du décor, est allé rencontrer des gens, etc. Donc c'est déjà une chose. Et puis l'autre chose, je pense que l'enquête, ça oblige aussi à prendre en considération le fait que justement les idées et la culture ne sont pas des substances qui flottent au-dessus du monde social, mais qu'elles en sont l'émanation. Ça, je pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est parce que faire de l'enquête, ça veut dire finalement identifier des réseaux, rencontrer leurs acteurs, aller dans des institutions, et finalement, c'est prendre en considération le fait que c'est l'ensemble du monde social, ou l'ensemble, disons, d'une configuration socio-historique qui, à un moment donné, crée les conditions de possibilité d'émergence de certaines idées, de certaines formes de représentation, de certains imaginaires, etc. Donc disons que c'est un biais qu'on pourrait qualifier de matérialiste qu'on a retenu pour rentrer dans la vie des idées, dans ce qu'on appelle la vie des idées. Voilà. Aude Lancelin. En même temps, je ne suis pas certaine que ce soit les enquêtes qui souffrent le plus dans le domaine des idées ou de la culture. Parce que vous savez, les recensions d'ouvrages complexes souffrent énormément et ont quasiment disparu de la plupart des grands hebdos. Vous preniez l'exemple de Thomas Piketty, quand il a sorti Le Capital au XXIe siècle. Si vous allez voir votre rédacteur en chef et que vous lui dites, vous lui proposez un reportage sur les Chinoises qui font signer leur t-shirt par Thomas Piketty et la Piketty Mania, je pense que vous avez plus de chances d'obtenir 4 pages que si vous lui proposez une déconstruction marxiste, orthodoxe de son affaire, et si vous démontrez que tout ça ne va pas très loin. Donc, c'est l'ensemble, en fait, du champ intellectuel et culturel qui sort peu à peu, selon moi, enfin, je veux le croire en tout cas, d'un long sinistre, et qui va devoir encore progresser si on veut en sortir. La bonne nouvelle, je dirais, et ça c'est valable pour nous tous ici, c'est que d'une certaine façon, alors que les journaux souffrent énormément, alors que nous connaissons une crise au moins égale à celle de la sidérurgie dans les années 50, alors que les ventes en kiosque se réduisent comme la banquise en période de réchauffement climatique, il se trouve que au cœur de ce désastre, la chose suivante est observable. Les lecteurs de journaux qui restent sont également des lecteurs, des acheteurs de livres, des vrais lecteurs, des gens qui ont envie d'approfondir, des gens qui ont envie de creuser. Donc, d'une certaine façon, nous sommes tombés sur un autre public auquel peut-être nous pouvons commencer à proposer à nouveau des choses plus exigeantes. Ils sont plus demandeurs de... Des choses, des formats plus longs, des pensées plus complexes. Je prends un exemple concret très récent. Un des hits sur le site de l'Obs récemment, c'est un grand entretien de Jacques Rancière sur la laïcité. Jacques Rancière qui n'est ni un comique, ni un fast thinker. Donc, et ce sont des articles, ce sont des entretiens qui jouent à jeu égal avec des sujets extrêmement people. Et moi, j'ai tendance à y voir une bonne nouvelle. La une de l'Obs sur le dernier livre d'Emmanuel Todd, puisque vous avez été les premiers à en publier les bonnes feuilles, etc. Ça accroche les lecteurs, ça intéresse. Ça fait vendre le livre de Emmanuel Todd. Mais est-ce que ça fait vendre l'Obs? Je sais pas. Allumer l'étincelle, oui, en réalité, oui, c'est une de nos meilleures ventes depuis janvier, depuis le début de l'année. D'accord. Frédéric? L'exemple de Todd, Aude a été la première, moi je serai le dernier, puisque je le mets en couverture avec les gamins du Bondi Blog hier. Donc voilà. Donc là, on aura fait le grand écart médiatique. Moi je ne sais pas du tout si je vendrai bien ou mal, parce que c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, vendre est quand même mission quasi impossible. Mais ceci dit, Todd, ça prouve bien quand même quelque part, encore une fois, même si on pense le plus grand mal de lui, de son livre, ce qui n'est pas mon cas, mais Todd, c'est bien quand même qu'il y a quand même une vie intellectuelle en France, enfin que ce livre-là soit acheté, je ne sais pas où en est le seuil, par disons 60 ou 70 000 personnes, moi ça me paraît dément, quoi. On ne peut pas dire que ça soit signe d'atonie. Enfin c'est bien quand même qu'il y a une curiosité pour la vie des idées, voire là pour la polémique intellectuelle et politique qui reste vive. D'un point de vue juste d'un éditeur, je pose une question. Est-ce que Todd et Piketty, c'est pas quand même vraiment des exceptions ?
Si, bah justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Enfin, moi, il me semble quand même. Après, j'ai pas un œil constant sur les listes de les meilleures ventes. J'imagine bien. Simplement, effectivement, il me semble que ça relève plus de l'exception quand on compare ça à ce qui. Alors, moi, j'ai pas connu ces années-là, mais on nous parle souvent à la découverte des années Maspero. Et là, on avait des chiffres de vente moyens qui étaient exceptionnels, y compris sur la théorie de la valeur, qui étaient des livres marxistes, de théorie marxiste économique extrêmement, disons, arides. Bon. Et c'est pas du tout pour me vanter, hein, c'est Bernard Stiegler qui y est pour quelque chose et pas moi. Hein. Mais il y a 10 ans, je faisais une émission sur Inter, qui est quand même une chaîne généraliste et populaire. C'est pas France Culture, France Inter. C'est pas la même chose. Et j'ai fait venir un peu par hasard et en très grande naïveté, je dois dire, un philosophe difficile de la technique qui s'appelle Bernard Stiegler, qu'on a reçu ici, qui a été reçu dans beaucoup d'endroits, et qui publiait chez Galilée. Un livre qui était un petit livre, mais quand même déjà assez costaud, quoi. Et ben, moi, l'éditeur de Galilée m'a dit que l'émission sur Inter, qui était 18 à 19h à l'époque, ils ont dû en vendre un petit 10 000. C'est incroyable, pas que grâce à moi, parce qu'après, bouche à oreille, patati, patata, ça avait juste allumé la mèche. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'en France, quand même, ça soit si terrible que ça, quoi. Je pense, quant à la littérature, par exemple, bien sûr qu'il y a de la très mauvaise littérature, les no-books dont je parlais tout à l'heure, qui se vendent à caddie entier. Mais en même temps, tout d'un coup, on voit surgir un écrivain et qui, en plus, vend des livres. Et ça arrive quand même. Il n'y a quasiment pas une année, disons, où ça n'arrive pas dans 3, 4, 5 exemples. Donc quand même, quoi. Absolument. Je pense pas non plus que le paysage soit si désespérant et forcément si dévasté que ça. Non, je suis tout à fait d'accord. On a de bonnes raisons de... Joseph, je reviens juste sur le sommaire de la revue, puisqu'il y a plusieurs articles, par exemple un sur Confucius, le retour de Confucius en Chine. Il y en a un autre sur la déferlante de la pop coréenne, qui ne concerne pas que la Corée du Sud, du reste. Il y a cette volonté d'ouvrir au monde, de sortir d'un peu du bocal franco-français. Si on n'est peut-être pas tout à fait, on n'a peut-être pas tout à fait la même vision sur l'état de la vie intellectuelle en France, on sera quand même assez d'accord qu'elle est quand même très hexagonale. La plupart du temps. Très fier d'ailleurs des fois de ces frontières. Et donc ça c'est effectivement un des motifs, je pense, structurants, c'est de se dire il faut qu'on aille voir ce qui se passe de l'autre côté de frontière. Aude Lancelin parlait tout à l'heure de François Cusset, dont le livre, publié à la Découverte d'ailleurs, montrait qu'il avait fallu pour une partie des penseurs français, pour être reçus en France, passer par les États-Unis. Pour être validé sur les campus américains, c'est dire à quel point, des fois, à la fois la France pense entre soi et n'est même pas capable de repérer ce qui, dans son monde intellectuel, pourrait être intéressant de débattre de manière plus universelle. Donc oui, là vous citiez 2 exemples d'articles qui sont effectivement assez différents, c'est-à-dire que l'article sur Confucius d'un jeune chercheur montre en quoi le maître complètement mis de côté par la pensée maoïste, enfin par la Chine maoïste, aujourd'hui fait un retour à la fois sous forme de manuel de développement personnel, mais aussi au fond comme idéologie d'État, parce que cette pensée correspond bien à une Chine en pleine mutation en raison de l'avancée de sa croissance et de l'avancée du capitalisme, et permet à la fois de définir une société qui soit à la fois ordonnée, harmonieuse, tout en respectant les hiérarchies. Quant à l'article dont vous parlez sur la K-pop, donc la pop coréenne, dont j'ai découvert, je l'avoue, parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup les moins de 30 ans, que le Psy et son Gangnam Style n'étaient qu'en fait qu'une version totalement caricaturale. Cet article, il est, je pense, dans la revue pour 2 raisons. Effectivement, une raison de s'ouvrir au monde, et notamment ce que montre bien cet article, c'est la force de ces échanges sud-sud, ces échanges culturels sud-sud qui ne passent plus du tout incroyable en Amérique latine et au Moyen-Orient. Et sans passer dans les autres des pays asiatiques, sans plus du tout passer par les plaques tournantes de Londres ou de New York. Enfin, ça, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et là, peut-être qu'on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était aussi l'idée que la culture, non seulement, c'est pas que l'actualité culturelle, c'est pas que la culture institutionnelle, c'est de s'intéresser aux cultures populaires.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros enjeu pour, alors que ce soit d'un point de vue de chercheur ou d'un point de vue de journaliste, c'est fait en fait un peu sur les séries télévisées. C'est-à-dire que les séries télévisées, aujourd'hui, des chercheurs, des journalistes en sont emparés, elles sont diffusées, analysées. Mais je pense qu'il reste des continents entiers des cultures populaires dont il faut comprendre le phénomène et ce qu'il dit de notre monde contemporain. Aude, vous disiez finalement le problème du journalisme culturel, c'est pas l'enquête ou la critique, c'est la critique ou la promotion. Oui. Ou la critique ou la communication. Comment on fait pour échapper aux énormes bulldozers type Cannes, type rentrée littéraire Pour revenir à ce que tu disais sur Cannes, Joseph, le phénomène est quand même en reflux. Hein. Il faut dire, les charters de journalistes qui partent sur la croisette, c'est un petit peu terminé pour les raisons qu'on a évoquées. Ils étaient 4500 cette année, hein, quand même. Hein. Pour les, encore nombreux. Enfin, dans les hebdos, tout le monde est debout sur les freins sur cette affaire, ça c'est sûr. Comment on fait pour échapper Oui, c'est une question qui est classique, qui se pose aussi sur des agendas politiques, sur des agendas économiques. C'est là où vraiment il faut faire un travail de défrichage, il faut donner aux gens du temps pour trouver, pour faire émerger d'autres noms, pour redécouvrir d'autres noms. C'est vraiment une bataille. Non, mais je cite deux exemples. L'inauguration de la Fondation Arnaud dans le bois de Boulogne, Vuitton, enfin, c'est pas Arnaud, Bernard Arnault, et on a droit à un déluge de papiers louangeurs sur l'excellence de l'architecture, sur le mécénat formidable. Rien fait. Premier exemple. Deuxième exemple, l'inauguration de la Philharmonie de Paris, formidable réussite musicale, semble-t-il, mais quand même avec, au passage, on passe d'un devis de 100 millions à plus de 400 millions d'euros. Mais ça, il y a eu des papiers là-dessus. Peu, très si, peu. Je les ai lus. Comment on explore enfin, voilà, donc, non, mais c'est bien qu'il y en a eu. J'ai lu des papiers sur comment le budget de la Philharmonie a complètement dérapé, les embrouilles avec Nouvelle. Je ne suis même pas capable de dire où je les ai lus, mais je les ai lus. Je pense même que j'en ai lu pas mal là-dessus. Je vous mets quand même... Quant à Bernard Arnault... Je vous mets quand même en garde sur la tentation de vouloir économiser comme ça tous les problèmes, les financiariser. Parce que finalement, c'est une pente générale de l'époque, en définitive. Donc, un livre comme L'erreur de calcul de Régis Debray en parlait très bien récemment. Et c'est vrai que l'enquête culturelle ou l'enquête intellectuelle, ça n'est pas forcément aller fouiller, par exemple, dans les financements de l'université de Caen, de Montfray. Là, j'ai vu que vous alliez un petit peu sur ce terrain-là, pas trop, parce que vous essayez aussi... L'auteur du Gaucher, par exemple, c'est vraiment une enquête intellectuelle. Oui, l'auteur du papier que je ne connais pas va un petit peu sur ce terrain-là. Enfin, il s'est déplacé à Caen, ce qui est la moindre des choses, je dirais. Il a vu un petit peu l'âge moyen du public, il a enquêté. Mais il n'y a pas que ça, je suis bien d'accord. L'auteur du papier essaie aussi de prendre en compte la dimension intellectuelle du personnage et la place qu'il occupe dans le champ médiatique. Mais c'est vrai que nous aussi, il faut qu'on résiste à cette tentation de se faire annexer en définitive par la vision économique de tout et la sphère culturelle, elle a quand même une forme d'autonomie. Je ne suis pas en train de dire ça, ça n'excuse pas toutes les corruptions et ça ne vise pas à couvrir les promoteurs véreux qui... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour te répondre, François, sur la Fondation Vuitton, c'est vrai que il y avait des suppléments effectivement un peu partout et des papiers. Bon, ben voilà, il suffit de regarder. Quand un journal, quel qu'il soit, fait 4, 6, 8 pages sur l'ouverture de ce bâtiment et qu'il y a des publicités absolument partout. Oui, c'est le plus gros annonceur en France. C'est l'évidence. C'est-à-dire que ça ne demande même pas d'enquête. C'est du domaine de l'évidence. C'est-à-dire que là, l'annonceur prime. Par exemple, alors pardon, je vais être nationaliste, formaliste et optimiste, mais par exemple, le Festival de Cannes, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, le Festival de Cannes, c'est quelque chose qui revêt une importance extraordinaire. Alors évidemment, il y a des festivals de Cannes. Je m'intéresse très peu aux marques, je m'intéresse très peu aux mannequins, je m'intéresse très peu à plein de choses. En revanche, contrairement à ce que disait Joseph, la France en matière de cinéma n'est pas du tout hexagonale. Mais pas du tout. C'est-à-dire que nulle part ailleurs qu'en France, il y a autant de films étrangers qui sont distribués, qui sont vus,
choses incroyables, mais qui sont vues. Un type comme Wu Xiaoxian, que des gens trouvent chinois, chiant, il ne se passe rien. Fleur de Shanghai, ça fait 200 000 entrées en France. C'est juste extraordinaire. Et chose encore plus incroyable, on met de l'argent en plus. C'est-à-dire que le Festival de Cannes, ce n'est pas forcément le Barnum qui est décrit, c'est que les plus grands cinéastes du monde entier, globalement, ont à un moment besoin d'argent français pour continuer leur œuvre. Ça, c'est une passionnante aventure intellectuelle qui date à peu près des années 50 et 60. C'est très vieux, mais voilà, ça s'est constitué comme ça. Il se trouve que le Festival de Cannes, c'est la vitrine de ça. Voilà, c'est Jia Zhangke, plus grand cinéaste chinois de la 5e génération. Il a besoin du fric d'Arte pour faire son film. Donc, qui viennent le montrer à Cannes et qui est 5000 journalistes français, le petit doigt sur la couture du pantalon, qui se lève vaillamment à 7h30 du matin pour voir un film chinois trop dur. Mais qu'il soit sorti ou pas, tu deviens puritain. Qu'il soit sorti ou pas, aucune importance. Mais ils sont là, ils le voient d'un œil, aucune importance. N'empêche qu'ils viennent voir un film chinois de 2h40 qui est produit par Arte. Bon, enfin, c'est le monde. Vraiment. Mais moi, effectivement, je veux lire l'article d'Emmanuel Bourdeau sur Mediapart sur la question. Voilà. Mais je pense que ce que tu dis est vrai et ce que disait Aude est important, c'est-à-dire qu'à la fois il est, je pense, nécessaire de s'intéresser à la fabrique de la culture, que ce soit à Cannes ou ailleurs, pour arriver à des conclusions divergentes ou pas, mais qu'on ne peut pas réduire ça aux questions d'argent, même si des fois le monde de la culture et de la pensée n'aime pas trop penser d'argent. Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'article sur Marcel Gauchet, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois il y a une vraie analyse de son œuvre, mais il y a une analyse de ses positions de pouvoir dans des associations parapatronales, il y a une analyse de ce qu'il publie, lui, dans les collections de chez Gallimard, de ses positions de pouvoir à l'EHESS, et tout ça, ça touche des différents mondes dont parlait Aude, parce que je pense que aussi le journalisme intellectuel et culturel souffre des fois non seulement des fois de ne pas s'intéresser à la fabrique, effectivement, à la matérialité de la production des idées, mais souffre de labelliser les mondes de la culture et intellectuelle patentés. C'est-à-dire que nous, ce qu'on espère faire avec la revue, c'est se dire qu'il n'y a pas que les intellectuels, les universités ou le monde de la culture qui pensent. C'est-à-dire que, par exemple, l'article que consacre Grégoire Chamaillot à la NSA, c'est bien de dire les institutions aussi, elles pensent. Et donc, il faut se plonger dans la littérature grise de ça. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas du tout que des questions d'argent. C'est intéressant de savoir combien on met d'argent dans la NSA, sur quel programme, mais aussi de voir, comme le fait la Grégoire Chamaillot dans cet article, comment ils réfléchissent. Le grand mot, c'est influence. Ce qui est passionnant dans une revue comme Le Crieur, c'est de prendre le temps pour faire des enquêtes, pour savoir comment les influences se déploient. L'article sur Michel Onfray, de ce côté-là, il est absolument passionnant. Voilà, on voit les réseaux. On voit comment les choses se déploient, comment des alliances de circonstances ou pas se nouent. L'art contemporain, évidemment, alors là, c'est sans fin. Les histoires de l'édition, c'est sans fin. Le Festival de Cannes, bien sûr que certains films sont sélectionnés et pas d'autres. Et tout d'un coup, ça se dérègle. Tiens, il y a un film qui est sélectionné, mais pourquoi est-il là ? Comme ça serait intéressant de le savoir. Voilà, c'est ça le plus intéressant. C'est de voir comment, à mon avis, l'influence passe. Le monde le plus opaque n'est pas celui de l'édition. Justement, en termes d'influence, d'économie, je me tourne vers mon voisin, de conflit d'intérêts, puisque le nombre de critiques littéraires qui sont aussi dans des membres de jurys de festivals, dans des comités de lecture, il y a quelques sérieux problèmes, non ? En tout cas, c'est manifestement un monde qui intéresse assez peu de gens, parce qu'effectivement, il y a peu d'enquêtes, il me semble, qui ont été menées sur le monde de l'édition. Je ne pense pas que ça vienne du désintérêt des lecteurs. Par exemple, je pense, juste ça, une enquête vraiment sur le fonctionnement du prix Goncourt, le fonctionnement réel du prix Goncourt, je crois qu'elle intéresserait énormément. Ça a déjà été fait par Hervé Hamon et Patrick Rothman dans un livre qui s'appelle Les Intellocrates en 80. Après, ça a peut-être un peu changé, tout ça, mais ça existe, disons. Mais sur vraiment la structuration du monde, alors les conflits d'intérêts, évidemment, c'est une question intéressante, mais sur comment fonctionne le monde de l'édition, les grands groupes, etc. Les gens ont une vision très parcellaire de la manière dont ça fonctionne, effectivement. Et moi, je pense que ça serait intéressant d'aller voir d'un peu plus près, c'est sûr. Après, il faut voir que le chiffre d'affaires, alors ça c'est des chiffres anciens peut-être, le chiffre d'affaires de l'édition, je crois que c'est à peu près équivalent, enfin
Quand on m'a dit ça il y a quelques années, c'était équivalent à un trimestre de, je sais plus, de Renault ou de Peugeot. Donc c'est quand même relativement petit, je veux dire, en termes économiques. Là, on n'est pas dans des masses. C'est des enjeux culturels énormes. Ah, les enjeux culturels sont évidemment colossaux. Ça va de soi. Oui, absolument. C'est tout à fait exact, oui. C'est un milieu où la concurrence est tellement faussée. Je me souviens qu'il y a quelques années, même l'autorité de réglementation de la concurrence avait commencé à pencher son nez sur les prix littéraires et finalement avait renoncé. La chose avait été enterrée sans qu'on sache exactement pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est un milieu extrêmement corrompu, il faut le dire, et opaque, un monde de réseaux. Alors effectivement, comme ça ne concerne pas des sommes colossales, voilà, ça vivote comme ça. Mais c'est tout à fait exact que, là, pour le coup, des enquêtes sur les réseaux qui permettent à certains écrivains de devenir ce qu'ils sont, ou à certains intellectuels de devenir ce qu'ils sont passionnantes. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, dans un autre journal, on avait fait une enquête très fouillée sur le phénomène David Funkinos. C'était, par charité, je ne le répéterai pas ce soir, mais c'était à la fois, c'était passionnant parce que c'était balsacien et tout ça quand même pour effectivement arriver à des tirages de 300 000 exemplaires, je crois. C'est vraiment colossal. Là, on est vraiment dans la littérature de Cady, en effet. Donc oui, ça c'est sûr que c'est un terrain qui n'est pas occupé, pas assez occupé par la grande presse. C'est pas tout à fait le même métier, en fait, moi, je pense. C'est-à-dire que moi, j'adorerais, par exemple, avoir sous la main un ou deux enquêteurs culturels très forts dans ma rédaction, mais je ne peux pas en vouloir à ceux qui font profession de critique et dont j'ai fait partie de ne pas aimer ça, mais pour une raison simple, c'est que quand même, la critique, en gros, qu'elle soit littéraire, cinématographique, musicale, aucune importance, c'est quand même une question de goût. Et c'est vrai que moi, l'idée de passer un mois de ma vie à me taper tous les livres de Michel Onfray et à démonter son système, si tu veux, je suis très content de passer une demi-heure à le lire. Mais y passer 2 mois, mais les bras m'en tombent, quoi. Littéralement, les bras m'en tombent. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Comme je ne vais pas passer un trimestre de ma vie à regarder les 50 films d'un cinéaste qui me tombe des yeux. Voilà. C'est là où, effectivement, moi, par exemple, est ma limite. Ça ne m'intéresse, mais pas du tout, quoi. J'ai pas du tout envie de m'encombrer avec ces gens. Donc je pense aussi que le journalisme que nous faisons, et Aude aussi, est aussi un journalisme de refus. C'est-à-dire qu'au lieu d'en parler, au lieu de traiter, ça ne nous intéresse pas, on n'en parle pas. Franchement, moi, et puis en plus, il y a aussi le problème des pages. Ça, c'est la vieille presse papier. C'est-à-dire qu'entre consacrer une page bien sûr, à descendre un film violemment, et puis une autre page à défendre un film dont personne ne parlera et qui mérite d'être défendu, ben, la plupart du temps, on n'hésitera pas. Et franchement, tant mieux. Mais par exemple, encore une fois, le dernier festival de Cannes, parce qu'on a rarement autant ri, alors le pouvoir politique s'en mêle, alors là, il y aurait sûrement des trucs à raconter, quoi. C'est-à-dire que Manuel Valls va au cinéma. Manuel Valls, il nous dit ce qu'il en pense, très bien, comme tout le monde. Ensuite, tout ce petit monde est reçu à l'Élysée dans un côté cocardier quand même invraisemblable. Enfin, ça devient la Coupe du Monde, genre on a gagné la Palme d'Or. Alors, c'est pas si, en plus, c'est exceptionnel, puisque pendant toute une période, on ne gagnait jamais la Palme d'Or. Là, il se trouve que c'est la 3e en 7 ans. Donc ça va, ça devient assez banal que les Français gagnent la Palme d'Or. Et en plus, on a le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, dont c'est la première année. Il fait une déclaration post-festival. Eh bien, François, comme quoi la critique, que croyez-vous qu'il dise? Il dit, le journaliste de Libération, le critique de Libération est un sale con. Voilà. Et en plus, c'est faux. Il cite mal son papier. Non, mais il n'est même pas foutu de citer son papier. C'est-à-dire qu'il cite mal son papier. On a le droit de ne pas être d'accord avec des critiques. Bien sûr, mais il le cite mal. Il n'a jamais écrit ça, Didier Perron. C'est quand même un problème. Et tout ça parce qu'il a le malheur de s'en prendre au film de Stéphane Brisé, qui, par un curieux retournement de situation, alors qu'il décrit quand même une réalité pas d'une folle gaieté ni d'une folle réussite économique et sociale, est en train de devenir une sorte d'emblème national. Voilà. Eh bien, voilà, on s'est retourné vers le critique en disant c'est quand même insensé d'écrire des choses pareilles. Monsieur, vous écrivez pour vos copains. On rêve. Voilà, juste parce qu'il avait mis un bémol sur le film de Stéphane Brisé. Donc, je vous assure, la critique reste utile. Donc, la critique sert à quelque chose. Ouais.
C'est ça. Joseph, dans le deuxième numéro, qui va sortir en octobre, puisque si j'ai bien compris, c'est 3 numéros par an. 3 numéros par an, en gros juste avant les vacances. Comme ça, vous pouvez les acheter en relais, parce que c'est pas en kiosque, c'est en librairie et en relais. Juin. Donc là, ce sera la semaine prochaine. Et le prochain numéro, on ne le dit pas encore. Bah, c'est en octobre. C'est en octobre, il y a le temps. Là, il faut déjà lire ce qu'il y a dans le Vous premier. êtes en train de Il y aura une concocter grosse le enquête menu. sur une institution culturelle très connue. D'accord. Bon, bah, merci d'être venu. Merci Aude, merci Frédéric. De toute façon, tu vas prendre ma place dans 10 minutes. On se retrouve à 19h pour parler cette fois de tout à fait autre chose, de ce qui se passe en Espagne. Podemos et ses dernières victoires électorales et évidemment le grand contraste entre les dynamiques sociales et politiques en Espagne et l'immobilisme, on peut le dire comme ça, ou français. Voilà, à tout de suite à 19h. Merci.